podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un Français qui a habité un bout au Colorado, qui a fait un super temps de premier marathon, qui a fait de l'athlétisme aussi avant. Puis maintenant, il fait de l'ultra-trail. Il a fait des distances de 80 km et plus. Marvin Fouché, bienvenue sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci GF, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de parler trail avec toi. Yeah, super, pareillement. Écoute, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Alors, j'ai toujours, de mes plus profonds souvenirs, fait du sport avec mes parents. Mes parents m'ont toujours poussé au sport en activité extrascolaire. Donc, je pense que ça a commencé avec le judo. Et j'ai OK. toujours enchaîné un ou deux sports. Quand j'étais jeune, j'ai fait du coup du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du tir, du handball. Et de l'athlétisme notamment. Je pense que j'ai commencé à 8 ans l'athlétisme. J'en faisais en club et aussi au collège. Donc pendant 5 6 ans. OK. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai fait une pause en sport pendant mes études. Et j'ai repris le sport, on va dire plus sérieusement, du coup, en 2020, quand j'avais terminé mes études. Donc, j'ai déménagé dans le Colorado pour des raisons professionnelles, pour mon premier job. Donc, super endroit pour reprendre le sport et événement, la Covid. Donc, Ouais. du temps pour nous, Super coin pour découvrir des sentiers, là. ouais, c'est ça, pour découvrir les sentiers, pour se remettre au sport, se remettre en santé après les petites folies de la vie étudiante. Et évidemment, ça s'est tourné vers la course à pied et la découverte du trail dans ce super endroit. Donc, c'était vraiment génial. C'est quoi les coins, tes coins préférés que tu as couru au Colorado? Ouais, mon coin préféré, c'était aux alentours de Boulder, donc très connu, je pense, par les personnes qui font du trail. Ah ouais, Il y a ouais. beaucoup d'ultra Scott trailers qui, Jurek, qui vivent Anton là-bas. Krupeczka. Il y en a une tonne qui sont là. Ah bah, et je comprends bien pourquoi. C'est vraiment une ville super agréable. Les conditions sont superbes toute l'année. On peut vraiment s'amuser, faire du dénivelé en partant de la ville de Boulder. C'est vraiment le paradis pour s'y mettre. C'est des chemins à gogo. Tous les jours, on peut faire une boucle différente sans repasser au même endroit. Là-bas, impossible d'avoir un segment avec moins de 10 000 personnes. C'est vraiment impressionnant le monde qui. Tu vas courir là-bas à 6 heures du matin, il y a déjà plein de monde sur les trails. C'est vraiment l'endroit parfait pour se mettre au trail. OK, OK, super. Puis par curiosité, t'as-tu croisé des trail legends là-bas? Non, non, je pense que j'en ai jamais croisé. Je pense qu'eux, ils couraient plutôt en semaine, sur le matin, quand moi j'étais encore au travail. Moi, j'y allais vraiment sur le week-end, Ah ouais, 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 OK. chance. Et je commençais le trail, donc je pense que Ouais, je ouais, ouais, connaissais pas ouais. tous les accros encore. Ouais, c'est ça. OK, OK, parfait. OK, super. Puis, est-ce que c'est le travail qui t'a amené à Montréal aussi? Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, j'ai terminé mes études en juillet 2019. Après, j'ai fait un stage de fin d'études pour les terminer en France. Et j'ai eu l'opportunité de venir travailler du coup pour Veolia. Donc, c'est mon entreprise actuelle dans les services environnementaux. Donc, je suis contrôleur financier. Donc, une opportunité d'un contrat qui s'appelle le VIE. Donc, c'est 1 an et demi. Donc, j'ai pu travailler pendant 1 an et demi aux États-Unis. Et après, j'ai eu l'opportunité d'avoir une mutation et de me faire déplacer du coup à Montréal. J'avais la choix entre Montréal et la France. J'ai pas trop hésité dans ce choix-là. Ah ouais, est-ce que tu avais déjà visité Montréal auparavant? Non, jamais, 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 jamais venu au Canada avant d'installer mes valises ici.
Fait que tu t'es dit, OK, je m'en vais à Montréal, puis on va voir ce qui se passe. Absolument. OK, OK. Absolument. Ouais, non, c'est vraiment ça. Bah, comme j'étais devenu dans le Colorado, hein, c'est un petit peu pareil, sans vraiment connaître le goût de l'aventure, le goût du nouveau. J'ai toujours aimé vivre à l'étranger. J'avais déjà eu plusieurs expériences en tant qu'étudiant. Donc là, c'était mes premières expériences en tant que travailleur. Donc oui, j'avais pas forcément envie de rentrer en France et la vie au Canada m'intéressait beaucoup. J'avais hâte de la découvrir en tout cas. OK, OK. Puis tu as voyagé beaucoup pendant tes études aussi? Oui, j'ai un petit peu voyagé, mais j'ai étudié déjà en France, hein, j'ai étudié dans 4-5 villes différentes, donc j'ai toujours beaucoup bougé. J'ai eu l'opportunité d'étudier à Budapest, en Hongrie, pendant 4 mois, donc ça c'était ma première expérience internationale. Et OK. après, j'ai étudié 4 mois en Australie, Wow! un peu plus tard. Dès que j'avais un petit peu de temps pour moi et un petit peu de budget, j'en profitais pour voyager. Ah ouais, c'est bien cool ça. Hmm. Ouais, toujours le goût de l'aventure, toujours le goût de découvrir. Et ouais, non, c'est aussi pour ça que je suis là et que je vais bouger. Ça fait maintenant 4 ans du coup. OK, OK. Puis ben en fait, je comprends aussi ton désir de courir en sentier avec ta quête d'aventure. Ouais, ouais, bah, c'est ça vraiment. C'était vraiment l'occasion pour moi à chaque fois de découvrir une nouvelle ville, découvrir un nouvel endroit, aller jouer dans la nature. Parce au début, quand j'arrivais dans le Colorado, je faisais des randos, ça me prenait du coup toute la journée pour aller explorer un endroit. Et c'est vrai qu'avec dans une demi-journée, je vais y aller, je pouvais découvrir plus d'endroits, monter sur plus de sommets. Et ça, c'était vraiment le jeu, l'aventure, comme je pense tous les trailers aiment. Et je faisais ça en fait tous les week-ends. Tous les week-ends, j'allais faire ma balade, on va dire, un 15-20 kilomètres. Pas souvent plus, mais c'était suffisant pour prendre une bonne dose d'air frais et d'aventure à chaque fois. C'était toujours un régal, toujours un nouveau coin à explorer. OK, OK, super. Fait que là-bas, tu n'as pas fait de course officielle parce que c'était la fameuse COVID. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai jamais fait de course officielle dans le Colorado. Il y a eu la Covid, après il y avait des dossards, mais c'est vrai que bon, le dossard était toujours un petit peu un frein quand je me suis dit, ah tiens, je vais m'inscrire peut-être à un 20 km parce que je pensais pas pour moi faisable en fait de faire plus. Je me dis pourquoi je vais payer ce prix-là peut-être pour une course de 20 km alors que je peux faire la même, on va dire, ou quelque chose de similaire juste par moi-même et m'amuser. Donc j'ai jamais saisi l'opportunité de prendre un dossard et en fait, l'idée de prendre un dossard, elle m'est venue, on va dire, en venant à Montréal. Quand je OK, suis venu à OK. Montréal, je connaissais personne. Donc, en fait, j'ai rejoint un groupe de courses. Donc, je suis arrivé en juin 2021. Donc, juste le moment de la réouverture, en fait, des, des, des regroupements, des communautés. Donc, j'ai trouvé un groupe Facebook qui s'appelle Run in Montréal et qui proposait du coup une sortie trail. C'était le début des sorties trail pour ce groupe, cette communauté-là. Donc, gratuit, libre d'accès, pas d'inscription. Et l'objectif pour moi était, oui, de courir, certes, mais surtout rencontrer du monde. Déjà rencontrer du monde qui sont devenus mes amis. Et ces personnes-là, j'ai vu qu'ils couraient comme moi, on va dire de la même manière ensemble quand on se voyait le jeudi et que de temps en temps, ils se mettaient des gros défis, des courses, des dossards, des 30, des 40 kilomètres. Donc je me suis dit pourquoi je pourrais pas le faire. Donc j'ai pris mon premier dossard donc pour la classique de Tremblant, donc octobre 2020, T1. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai beaucoup adoré cette première expérience. Je termine 20e sur 80. Ça a été riche d'apprentissage. J'ai eu beaucoup de mal dans la première montée. J'ai craqué. Enfin, j'étais parti trop vite. J'ai craqué. Après, je me suis perdu et j'ai découvert ce que c'était vraiment le trail. Et c'était une super expérience. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, on va continuer l'aventure. What's next?
Ouais. Ouais, c'est ça. Et what's next? Du coup, j'ai aussi découvert le premier hiver au Québec. Contrairement du coup au Colorado où c'est en altitude, il y a un gros soleil, la neige fond très vite, donc les conditions fluctuent assez. Ici, j'ai découvert l'hiver blanc en fait pendant quelques mois et l'absence de course un petit peu au calendrier. Donc, j'ai regardé les premières courses. Et une des premières courses que je voyais, du coup, c'était un marathon. J'ai des amis, du coup, un petit peu partout, du coup, qui s'étaient mis un premier objectif de marathon. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter aussi un marathon? J'avais jamais pris, on va dire, de dossard avant, mais j'avais couru régulièrement, on va dire, des 20-25 km sur route. Donc, Fait que c'est pour c'était ça ton que j'ai premier pas. dossard sur route? Ouais, c'est ça, absolument. Mon premier dossard sur route, mais j'avais déjà couru, on va dire, des semis, des 10 km en off. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. donc c'est pour ça que je suis passé directement sur du marathon et que j'ai pas pris de dossard 10 Tu voulais un vrai km ou défi? 21. Un vrai défi, quelque chose. Voilà, c'est ça. On entend tous parler du mur, on attend une vraie expérience à marathon, et c'est vraiment ce que j'étais venu chercher. Donc je me mets une prépa que je me suis un petit peu construit avec, on va dire, séance un petit peu, une semaine un peu classique, un intervalle. Je gardais toujours ma session de trail, une sortie longue. Et en fait, j'ai fait ça très assidûment pendant 3 mois. Et mon objectif, qui à la base était peut-être de faire du 3,15, 3,10, 3,5. Donc après, j'en avais parlé à des amis qui font plus de la route, qui étaient là aussi en expatriation comme moi, qui m'ont dit ah ouais, ben en fait, comme on est à Montréal, c'est peut-être l'occasion de tenter les majors, tenter Chicago, New York ou Boston. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas, peut-être que je pourrais aussi en Conv 21-2. Ce serait quand même une super expérience, ces gros marathons qui sont conduits dans le monde entier. Et au fil de ma prépa, je me suis rendu compte qu'un sub 3 heures était jouable. Donc en fait, quand je courais à chaque fois, je voyais que je battais sur une sortie d'intervalle ou une sortie longue, je battais à chaque fois mon record de 5, 10 ou 21 km. Donc, euh, donc j'ai commencé à y croire et la fin de la prépa était assez difficile. Je pense que j'avais beaucoup donné sur ma prépa et j'étais bien fatigué, donc je me suis bien reposé les semaines d'avant. Et le jour J, du coup, au marathon de Toronto, donc c'est celui de début d'année, comme il y en a deux à Toronto. Ouais. Donc Il c'est y en un a un qui c'est plus petit. Waterfront. C'est-tu Ouais, Waterfront? non, c'est pas le Waterfront. Donc le Waterfront, Non, le c'est un gros Waterfront, c'est marathon. en octobre. Celui-là qui est super Ouais, rapide, c'est celui-là, ça, hein? ouais, c'est ça. Il est très rapide, il est Ouais. international, il y a vraiment beaucoup de monde. Le marathon de Toronto, c'est un plus petit marathon. Je pense qu'on était Ah oui, c'est au 1600 au mois de départ. mai, hein? Ouais, c'est ça. Donc 1er mai. Donc vraiment une des premières courses qu'on peut retrouver, on va dire, plus ou moins dans le coin. Euh, et en fait, ça part super bien et je termine du coup avec un 2h40 et en bonus, une troisième place. Wow! Hey, félicitations! Ah, merci beaucoup. Donc, très, très surpris, très agréablement surpris. Donc, je pense en fait que voilà, me faire un entraînement carré, pour moi qui courais toujours, on va dire, au feeling, au plaisir, ça m'a beaucoup servi voilà, d'aller te challenger dans des sorties longues, dans des sorties voilà, un petit peu organisées, dans de l'intervalle. Et en fait, j'ai remarqué la progression était assez incroyable sur 3 mois, Ouais, mais malgré la difficulté de l'hiver au Québec. Oui, ouais, ouais. Est-ce que tu avais un coach personnalisé ou non, tu es allé vraiment par toi-même avec un plan? Puis... c'est ça. J'ai regardé un petit peu, j'ai acheté des livres, j'ai lu les plans, je me suis un peu renseigné sur Internet et j'ai ouvert un Excel. Et en fait, j'ai adapté un plan, on va dire, marathon objectif 3 heures classique que j'ai, on va dire, un petit peu arrangé, on va dire, à ma sauce en fonction de mes emplois du temps et de ce que je voulais faire. Et après, on va dire, toutes les 2, 3 semaines, je venais un petit peu rehausser les allures jusqu'à me donner du coup cet objectif final de moins de 3 heures. OK, OK. Super. Ben, pour vrai, c'est vraiment un bon temps compte tenu. C'est tôt dans l'année aussi, là, pour un Ouais, premier. Puis, est-ce que ouais, tu c'est crois ça. que la trail t'a aidé aussi un peu avec pour courir plus vite sur route? Ouais, c'est vrai qu'avant cette prépa marathon, je faisais que du trail.
je faisais que du trail. J'avais eu une grosse blessure avant, une périostite que je traînais, que j'ai quand même traîné pendant très longtemps. Et OK. du coup, je faisais que de la trail. Euh, Ce que j'ai fait avant ma prépa marathon, c'est de courir tous les jours pour m'habituer, on va dire, à la fatigue. Et, euh, et oui, je pense que le trail m'a bien sûr aidé parce que c'est vraiment le sport que j'ai toujours pratiqué, on va dire, enfin pas toujours pratiqué, mais des années d'avant. Euh, donc oui, et le maintien d'une session ou deux par semaine de trail, dans tous les cas, c'est sûr que c'est bon, hein, ça renforce et le marathon de Toronto est quand même pas mal en descente. Donc il faut quand même supporter les descentes et je pense qu'en tant que trailer, ça aide aussi à supporter l'impact. Ouais, ouais. Puis ton background d'athlétisme, crois-tu que ça a eu un certain impact aussi? Sûrement pour tes sorties d'intervalle puis tout ça, un peu. Oui, oui, bien sûr, c'est des choses que j'ai retrouvées un petit peu. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une session d'intervalle. Quand j'en ai repris là, ça faisait waouh, ça faisait ça faisait un sacré bon nombre d'années que j'avais pas fait de l'intervalle. Mais évidemment que ce que j'ai pu développer en athlétisme pendant 5 6 ans, ça m'aide aujourd'hui et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu, malgré avoir fait une pause aussi longue, reprendre un aussi bon niveau assez vite. Ouais, Je ouais, pense ouais. que ce qu'on gagne quand on est adolescent, on, voilà, c'est très important. Oui, oui, oui. Puis surtout quand tu apprends quelque chose, quand tu es jeune, plus que tu Mhm. es jeune pour apprendre quelque chose, plus que tu l'apprends vite, puis plus que ça s'intègre en toi aussi. Mhm. OK, Ouais, absolument. Et c'est super. vrai que je me rappelle de tous ces. Pardon, on a été coupé, je crois. Ouais. Mais je me rappelle vraiment de l'athlétisme. On avait, pendant les premiers mois de l'année, de la saison, pendant 2 3 mois, on faisait beaucoup d'aérobie. Et cette habitude de voilà, faire des tours de stade, de faire des intervalles, d'aller au bout, avoir le goût du sang dans la bouche, avoir envie de vomir, vouloir juste s'allonger, bah, c'est quelque chose du coup que j'ai eu l'habitude et en fait pour moi c'était normal en fait quand j'étais enfant. Et du coup de retrouver et repousser comme ça, je pense que la mémoire du corps, le corps s'en souvient. Donc, Ah ouais, 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 c'est clair. donc oui, ça aide. OK, OK. OK, super. Puis qu'est-ce qui s'est passé après ton marathon? Tu t'es dit, j'ai plus envie de retourner en trail ou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'était le marathon, c'était vraiment un objectif parce qu'en début de saison, il n'y a pas forcément de trail. Ouais, exact. J'avais pris un dossard pour le 50 km de la chute du diable. Oh, yes. Euh, donc voilà, mais qui a été annulé. Mhm. Mais avant ça, petite pause dans le trail ou dans la course à pied, j'ai fait un triathlon à 73 OK. parce que mes amis en France euh, on avait parlé de peut-être un jour faire un Ironman, un triathlon à 73 ou quelque chose comme ça. Eux, ils s'étaient mis à fond là-dedans, dans le triathlon. Sauf que j'avais pas pu les rejoindre pour un des triathlons en début d'année. Euh, et du coup, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, écoute, il y a Mont-Tremblant, on vient du coup à Montréal, on le fait ensemble. Donc, j'ai eu une petite parenthèse, on va dire, deux petites parenthèses, parce que j'en ai eu en 2022, du coup, et cette année aussi sur du triathlon. Et donc, super expérience ici. Donc là, on va dire que je m'étais entraîné en course à pied, j'étais nickel. Mais par contre, sur le reste, c'était quand même pas mal plus difficile. Je termine quand même avec un super chrono. Et je pense que ce que j'avais travaillé, on va dire, en course m'a quand même aidé sur le reste. Euh, mais super expérience aussi. OK, OK. Donc, 73, c'est demi-Ironman, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, le demi-Ironman. OK, OK. Puis ça t'a-tu donné envie d'en faire d'autres? Euh, Oui, quand même, parce que c'est une super organisation, hein. L'ambiance est incroyable, il y a tellement de monde, c'était vraiment fou comme expérience. En plus, ça s'est vraiment bien passé vu mon niveau que j'avais du coup en natation ou en vélo. J'ai roulé à 32 km/h et je termine avec un semi-marathon en 1 heure.
1h27 malgré une grosse chaleur. C'était c'était un peu inespéré de ma part. Donc oui, c'était une très bonne expérience et je me suis dit pourquoi pas en refaire parce que ça marchait bien pour moi. OK, OK. Puis, est-ce que tu avais quand même un bon background de natation et de vélo? Alors non, je vais pas dire ça. J'étais pas le plus accro à la piscine et au vélo, hein. Beaucoup de mes entraînements, c'était quand même en course à pied et j'avais peu de temps après mon marathon, du coup, qui s'était terminé en début mai pour m'entraîner vraiment tel que le ferait un triathlète, on va dire, sérieux. Donc, j'ai été quelques fois à la piscine, j'ai acheté un vélo 2 semaines avant. J'ai Wow! aussi eu pas de chance parce que j'ai eu la Covid 3 semaines avant. Donc, Oh my mon God. entraînement était ridicule. Donc, heureusement, j'avais de temps en temps fait quelques sorties à 60, 50, 60 km et j'avais été quelques fois à la piscine. La, la natation, on va dire, je me débrouille. Je suis pas un grand nageur, j'ai aucune technique, mais comme je viens du sud de la France avec la mer à côté, j'ai toujours un petit peu nagé, on va dire, avec les copains. On allait au ponton, on allait rejoindre une île en nageant. Donc, je me débrouillais, rien d'incroyable. Suffisant du coup pour faire les 1,9 km demandés dans un temps relativement correct. Et en vélo, non, j'avais aucune expérience en vélo. OK. OK, C'est, OK. Super. je recommande ça à personne, hein, bien évidemment. Il faut s'entraîner pour faire un triathlon. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Fait que, OK, super. C'est un autre épisode, ça. Puis après ça, Ouais, là est arrivé plus la trail. Et revenu ouais, la trail. c'est ça. Donc là était vraiment mon plaisir de la trail. Et du coup, pendant mon entraînement triathlon, je faisais quand même de la trail, mais j'étais vraiment focus sur la trail et j'avais envie de bien réussir. Donc, la chute du diable qui a été annulée, qui était un 50 km, et je regarde un petit peu les inscriptions possibles pour l'été et je ne vois pas grand-chose. Je tombe sur le Transvalais. Sur le Transvalais et je vois une distance de 57 km. Je me dis, bon, 3 semaines après, 7 km de plus, hein, foutu pour foutu, on va faire ça, hein, c'est parti, 57 km. Donc je m'entraîne quand même pas mal l'été en trail. J'essaye d'enchaîner et de faire du dénivelé sur le Mont-Royal avec les amis. Aussi, de temps en temps, on prend la voiture et on essaie de sortir de Montréal pour se faire des sorties quand même plus plaisantes, on va dire, plus longues. Euh, le Transvalais, donc un petit peu à mon habitude, bah, je pars un peu trop vite, hein, je pars vite et du coup, je prends la tête de la course. Donc, dans ma tête, je suis un petit peu un foufou, je vais vite, je comprends pas trop pourquoi les autres vont pas aussi vite. Je finis par le comprendre évidemment au bout de 30-35 km où j'ai les crampes, où ça devient beaucoup plus difficile. Euh, mais sur l'ensemble, je fais quand même une très bonne course. Je me fais rattraper, je pense, dans les 4-5 derniers kilomètres. Et je termine deuxième de cette course. Vraiment une super expérience. Le parcours était vraiment sympa. Donc une partie très roulante. Donc c'est vraiment là où on va dire je vais être le meilleur sur les parties roulantes. Comme peut-être je m'entraîne à Montréal et on est évidemment pas trop de sentiers techniques sur le Mont-Royal malheureusement. Donc sur cette partie j'étais plutôt pas mal. La deuxième partie était quand même beaucoup plus technique. J'ai eu beaucoup plus de mal, je crampais, des descentes bien casse-gueule. Mais en tout cas c'était un super événement et super content de cette course. Ah ouais, c'est un super résultat, ça, pour premier ultramarathon. Ouais, très content. Et entre-temps, je mets 80. Donc c'est vrai que j'ai quand même pas chômé sur les distances en termes d'évolution sur cette première année. Et, euh, et là, ça s'est aussi magnifiquement bien passé, où je termine premier. Ça, c'était au Bromont Ultra, Ouais, Bromont Ultra 80, du coup, en octobre 2022. où tu as fait 8h29. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est un solide temps. Je me rappelle que
pense qu'Alistair Gardner avait fait un 8-15 qui était le record de parcours à une certaine époque, là, Ouais, c'est possible parce mais que on avait regardé, on était parti un petit groupe, on était 5-6 à faire, on a fait, je pense, la première moitié de course ensemble. Donc c'était super parce qu'on se relayait devant, on parlait, enfin moi je connaissais personne du groupe, donc on se racontait nos vies un petit peu, on jasait, on se faisait des blagues et le temps est passé super vite. Et de temps en temps, on regarde un peu nos chronos et on se dit waouh, on est en dessous un petit peu du record du parcours de Alistair. Et, euh, et vraiment, on est vraiment parti vite. On a fait, je pense, 40 kilomètres plus ou moins ensemble. Et après, ça a un petit peu craqué, un petit peu de yo-yo dans tous les sens. Et on fait encore 10-15 kilomètres avec un autre coureur. Et après un ravito, je pars tout seul dans une montée et je me ferai jamais rattraper. Mais ouais, super expérience. J'ai adoré cette course. On avait eu de la neige au premier sommet, les couleurs de l'automne. Un vrai régal. OK, OK, super. Fait que t'as-tu eu une meilleure gestion de course que ton 57 km? Ouais, ouais, je sais pas en termes de gestion, mais en tout cas, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'ai pas crampé. Évidemment que sur les derniers kilomètres, le rythme n'était pas le même et que j'étais beaucoup plus lent. Mais j'ai vraiment bien mangé, j'ai pas crampé, j'avais des bâtons, contrairement du coup au Transvalais. Je sais pas à quel point ça a pu y jouer, mais tout le monde n'avait pas de bâton. Enfin, très peu de personnes avaient des bâtons, en tout cas dans le groupe de tête. Et c'est vrai que sur chaque montée, je les sortais. Et je pense que ça m'a aidé, en tout cas, à soulager un petit peu les cuisses. Ah ouais, ouais, Euh, c'est donc, clair. euh, Ouais, je donc pense que ouais, non. je suis vraiment pas un expert de la trail, là, mais je pense qu'à partir de 80 km, ça peut vraiment valoir la peine. Surtout un costaud comme Bromont qui a beaucoup de dénivelé, là. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais regardé le parcours et je le trouvais peut-être moins technique que certains endroits, en tout cas au Québec. Et je suis pas un grand adepte des bâtons ou je sais pas trop les manier. Donc, euh, donc voilà, sur les montées peu techniques, c'était facile de les sortir. Après, je les rangeais parce qu'il y a quand même deux parties qui sont très rapides, très roulantes. Donc, Ouais. euh, donc voilà, je pense que ça m'a bien servi aussi parce que je pouvais mettre un gros rythme. Et après, le reste du temps, voilà, je rangeais les bâtons quand c'était un peu plus technique ou dans les descentes. Mais ça m'a bien soulagé en montée, ça c'est sûr et certain. Puis est-ce que tu avais un pacer qui t'a rejoint pour la dernière section? Non, j'avais pas pris de pacer. J'avais pas pris de pacer parce que je savais pas si j'étais capable de le terminer ou dans quel état je le terminerais. Et j'avais pas envie de faire venir quelqu'un. Mais bon, je suis pas mécontent de l'avoir aussi terminé tout seul. Euh, C'était vraiment aussi une bonne expérience. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, super. Fait que ça, c'était ta dernière course de la saison, j'imagine? Ouais, c'est ça. Et heureusement parce que je refais un petit footing une semaine après le Bromont Ultra et que voilà la bandelette. Oh, Ça m'a assez surpris. C'est une blessure que j'ai jamais eue. Mais en fait, pendant toute la course, ça allait très bien. Mais une semaine après, je fais un petit jog et au bout de 10 secondes de course, une douleur au genou et j'ai vite compris que c'était la bandelette. Donc heureusement qu'il n'y avait rien d'autre par la suite pour moi. puis penses-tu que c'était dû au dénivelé du Bromont Ultra? Je pense que oui, je pense que avec le dénivelé et la distance, j'ai pas une grande expérience comme tu le vois, on va dire dans des longues distances. À chaque fois, tout est un petit peu nouveau et mon corps me l'a fait comprendre aussi que j'avais bien tiré dessus. Ouais, ouais, non, mais c'est parce que la chose que j'entends tout le temps parler après le Bromont Ultra, c'est la bandelette. Mais pas tout le temps, Mais là, moi aussi, mais c'est marrant, j'ai fréquemment. plusieurs amis ouais, qui l'ont fait et qui m'ont dit bandelette des deux côtés après la course Ouais, ouais, et plusieurs personnes, mais le ouais. gagnant du 160, là, je vais révéler un secret là, si quelqu'un a Mhm. écouté l'épisode, là, parce qu'il m'en a parlé après l'entrevue, pas enregistrée, mais le gagnant du 160 cette année m'a avoué qu'il a été une semaine hypothéqué, là, sa bandelette après. Fait que... Et c'est fou.
Ouais. Ok. C'est la malédiction du Bromont, peut-être. Ouais, c'est pas mal ça, ouais, effectivement. OK, super. Puis, fait que 2023, tu partais avec quoi comme mindset? Alors, 2023, je me suis dit, OK, là, j'ai fait une super année. Enfin, c'était une progression, on va dire Fulgurante, là. quasi parfaite. Donc, je me Ouais. suis dit, ben, on va essayer de continuer sur cette même lancée. J'ai découvert cette année plusieurs disciplines, le marathon, le trail et le triathlon. Et je me suis dit, ben, on va essayer de reproduire à peu près le même modèle. Euh, donc, j'ai pris plusieurs dossards. Mon premier dossard, c'est la cryo. Ah ouais, OK, Je OK. sais pas si tu connais, ouais. Ouais, ouais, ouais. T'as fait la grande cryo, j'imagine? Ouais, c'est ça, la grande cryo. Donc, je m'étais pas mal entraîné parce qu'en même temps, je me préparais pour un autre marathon, pour le marathon de Boston. Donc, ça faisait un petit peu partie de ma prépa. Euh, donc la cryo, oui, ça s'est super bien passé. Le problème, c'est qu'ils ont réduit la distance parce que les Ah, conditions étaient, ils disaient en tout cas au milieu du lac, similaires à celles de l'année d'avant où il y avait un taux d'abandon monstrueux. Je sais plus, j'ai plus ouais, les chiffres puis, en tête. puis je pense qu'il y avait eu une affaire d'intempéries cette année-là, hein? Ça se peut-tu? C'est- C'était l'année d'avant, bah, c'était à peu près les mêmes conditions. Ah, ou c'est Euh, 2022 d'abord qu'il y a eu des c'est intempéries, puis 2022. Ils ont qu'il a fallu continué qu'ils du coup la réduisent le course. parcours. Ouais, C'est l'année où j'ai fait qu'ils ont réduit le parcours. OK. Euh, Parce que du coup, les conditions sur le lac étaient les mêmes que l'année d'avant. L'année d'avant, ils avaient eu beaucoup d'abandon et ils ne voulaient pas revivre le même scénario catastrophe où ils ont dû évacuer je ne sais pas combien de personnes du coup sur le lac en motoneige. Les petites cabines de ravito du coup étaient complètement pleines de coureurs qui attendaient à se faire rapatrier. Bon, c'est ça en tout cas moi Un qui m'a donné certain envie. danger, là. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a donné envie de le faire, hein. Clairement, j'avais 5-6 amis du coup qui ont fait la cryo. Il y en a qu'un seul qui a réussi à la terminer. Les autres ont été évacués. Ils ont tous eu des histoires à faire froid dans le dos. Et je me suis dit, waouh, c'est une aventure. En tout cas, c'est vraiment une expérience d'une vie d'aller courir de nuit sur un lac gelé au Québec et subir le froid comme ça. Donc, je me suis bien entraîné pour résister au froid et à cette longue distance. Mais voilà, la cryo, qui était une traversée complète, a été réduite à une double micro-cryo. Donc, il y a une micro-cryo qui fait 13 km, donc qui longe, on va dire, plus le bord du lac. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus à l'abri des intempéries. Et donc, en fait, le moment où on doit prendre la navette pour se rendre de l'autre côté du lac, ils nous disent les conditions sont mauvaises. Vous allez faire un aller-retour du coup sur la micro-cryo. Donc, au lieu de faire 36 km, on a dû en faire 26. OK. Donc voilà, la cryo, on est parti. Je suis parti avec un groupe, avec un ami. On est parti en tête et ça s'est super bien passé. Il y a toujours dans cette course-là plusieurs stratégies, raquette par raquette. Tout le monde se pose un petit peu la question. Tout le monde ne sait pas vraiment les conditions au milieu du lac. Moi, j'avais décidé de les prendre sur le sac et de partir sans. Je me suis rendu compte un petit peu, même assez vite, au bout de 4-5 km, qu'il y avait quand même un petit peu de neige au milieu du lac. Les personnes avec qui je courais, du coup, n'en avaient pas. Il y en avait un seul qui avait des raquettes. Donc lui, il allait quand même pas mal, à ce moment-là, il était un peu plus à l'aise. Donc je décide de chausser les raquettes. Et en fait, je ne sais pas si j'en avais vraiment besoin parce qu'en soi, on regarde le classement et c'est à peu près mix entre des personnes qui avaient ou qui n'avaient pas de raquettes. Et là, j'ai continué la course du coup avec deux amis du coup qui n'avaient pas de raquettes. Et dans le virage où c'était glacé, c'était très roulant et tout, donc il n'y avait vraiment pas besoin de raquettes. Là, il me, il me devançait beaucoup. Et une fois sur le retour où il y avait encore une fois de plus du coup ces petits centimètres de neige, là j'ai pu m'envoler pour gagner la course. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment une super expérience de courir sur un lac de nuit comme ça, voir tout ce balai de frontal, c'est très impressionnant. OK, fait que t'as gagné la course? Ouais,
C'est ça, Ah j'ai ouais. gagné la course, donc ça fait vraiment du bien au moral après une blessure. Donc terminer du coup 2023 sur une victoire et recommencer sur terminer 2022 pardon, sur une victoire et recommencer sur une victoire, c'est vraiment super motivant. Ouais, 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 ouais. Donc j'avais des gros objectifs pour cette année, donc ça commençait en tout cas super bien. Donc, après ça, Boston, le fameux marathon légendaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avant, je me suis mis un petit dossard du coup en Martinique. J'étais en vacances en Martinique et j'en avais un petit peu clairement marre de ma prépa qui était très dure, très intense et dans des conditions bah, courir. J'ai pas d'abonnement à la salle, je vais pas sur piste. Donc tous mes intervalles, je les fais sur une piste cyclable. On va dire au milieu de la ville, donc avec les plaques de glace, avec la boue, euh, avec toutes ces conditions-là qui sont assez difficiles quand on va aller chercher du qualitatif. Mhm. Et j'en avais vraiment marre de la route. Parce que, comme je disais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la trail. Et je suis parti en vacances en Martinique et j'ai vu cette petite course où le dossard était pas trop cher, 30 km. Donc je me suis inscrit, j'étais pas du tout préparé ou entraîné du coup à faire du dénivelé. J'étais pas non plus du tout acclimaté. J'étais arrivé 2 jours avant où j'ai pris des petits ponches sur une croisière. Tu vois un peu le truc, c'est la petite course des vacances qui fait plaisir, le petit dossard. Et, euh, et là, une course où on est dans la jungle, 30 km, la pluie tropicale, la boue, les racines, des endroits extrêmement techniques, des grosses montées et des descentes qui font aussi mal. Et je termine troisième de cette course. Donc vraiment, je me suis régalé dans un décor hallucinant. J'ai crampé très vite. Je pense que j'ai crampé au bout de 14-15 kilomètres. Donc j'ai eu vraiment très mal. J'ai vraiment très mal terminé. Je pense que j'étais tout blanc. Mais c'était Ben, assez c'est fou. sûr que le contraste de l'hiver à là-bas, c'est tout un choc là, en quelques jours. Ouais. Ouais, c'est ça, une grosse différence de température, une grosse différence aussi dans mon entraînement. Rien n'était spécifique à du trail. Mais en tout cas, moi, ça m'a défoulé, ça m'a vraiment fait du bien, on va dire, au moral, de repartir un petit peu dans la trail, faire une petite pause dans cette prépa marathon. Et après, fallait s'y remettre, hein. Fallait se Ouais, remettre au ouais. travail. Donc, mon objectif pour Boston, c'était de battre mon record de 2h40. En tout cas, j'espérais faire à peu près ça, sachant que Boston est quand même assez difficile comme marathon. Il y a quand même des bonnes montées. Ouais. Euh, et ça s'est une fois de plus très bien passé. La prépa s'était très bien passée. Et, euh, et je termine en 2h33 sur Boston. Wow! Wow! Ouais, Félicitations! merci beaucoup. C'est un super temps pour un marathon quand même assez difficile, puis pour le Ouais, temps que tu cours sur route. ouais, non, c'est ça. J'étais vraiment content. Donc, je m'entraînais, on va dire, sur des allures pour du 2h35 à plat. Et en fait, c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, malgré qu'il y avait un petit vent de face. Il y avait de la pluie aussi, il y avait une bonne petite pluie. Les conditions étaient très difficiles. Mais par rapport au marathon de Toronto, il y a tellement en fait un gros niveau à Boston, c'est que j'ai pu trouver un groupe de coureurs. Il y avait je sais pas, 7-8 coureurs, et qu'ils allaient beaucoup, on va dire, un peu plus vite que mon allure prévue, mais que pour moi, en tout cas, c'était la meilleure décision de les suivre, parce que sinon, j'allais subir le vent tout seul, et j'allais sûrement plus m'épuiser en faisant mon allure cible qu'en restant dans un pack à une allure plus rapide. Donc Ouais, je me ouais, suis ouais, dit, ouais. quitte à jouer, on joue à fond, on tente le truc, et je passe à, je sais plus combien, mais le semi, je le passe en 1 heure, 1h15, 1h16. C'était presque le chrono que j'avais prévu parce que comme Boston est descendant, on va dire, sur la première partie, j'avais prévu de faire 5% plus rapide sur mon premier semi et 5% moins rapide sur le deuxième où il y a les trois fameuses côtes de Boston. Et là, du coup,
sur les trois petites côtes, là, il y a tout le monde qui explose. Et je pense qu'en tant que trailer et habitué, on va dire, un peu plus au dénivelé, je les ai pris plus avec de la gestion, plus tranquille au début. Et après, sur la troisième, je les ai tous doublés et rattrapés. Et après, c'est une longue descente et un plat final, du coup, pour terminer la course. Et, euh, et pareil, hein, je pense qu'une fois de plus que là, sur un parcours comme Boston, c'est un avantage. Oui, oui, ben oui, puis la trail, moi, je me rappelle mon premier marathon à Ottawa, il y avait un faux plat au 33e, je crois, puis j'ai tellement dépassé le monde. Puis c'est là que j'avais pris conscience que oui, je pense que la trail, ça m'aide vraiment, là. Ouais, ouais, non, mais c'est certain, même dans les descentes, hein, même dans les descentes, je pense on a un peu plus de résistance musculaire dans les descentes et on générera un peu moins de fatigue qu'un coureur sur route. Et peut-être aussi plus un décrochement aussi par rapport au chrono. En tout cas, Mhm. moi, je me fie un peu plus aux sensations et ça me dérange pas de ralentir un peu dans une montée et peut-être d'aller plus vite dans une descente que peut-être des coureurs sur route, ou en tout cas, ont plus l'habitude d'avoir un pace objectif que nous, on est parfois un peu plus à l'écoute de nos sensations. Donc, je pense que c'est toujours un plus. Et ce que j'aime dire, c'est peut-être que je suis bon, en tout cas, sur des marathons qui sont difficiles et peut-être bon aussi sur des trails qui sont plats. OK, OK. Puis, Donc, ouais. question le plus technique, là, c'est quoi la différence de préparer un marathon? Là? Tu parlais de 2:40, 2:35 versus Mhm. préparer un marathon 3 heures, 3 heures et demie. C'est quoi qui va différer d'une préparation comme ça? Difficile de dire parce qu'en soi, je pense que je suis parti d'un plan, mon premier marathon, j'étais à un plan, voilà, 3 heures. Euh, et j'ai juste en fait continué en fait sur les mêmes allures. Enfin, j'ai juste changé un petit peu les allures. Et pour mon deuxième marathon, oui, c'est ça, hein, j'ai gardé le même programme. Donc, j'étais capable de faire une séance de plus par semaine, mais une séance, un footing, c'est ça. Euh, et en fait, je gardais juste la même recette. Donc, un peu plus de kilomètres, oui. Des allures un peu plus rapides, certes aussi. Et un autre entraînement. Mais pour moi, je pense que la recette est la même, hein, c'est de connaître ses allures et de respecter, on va dire, un petit peu le plan et d'être complet. Donc, je pense qu'il y a trois entraînements qui sont indispensables dans la semaine. C'est l'intervalle, une séance de côte, moi, que je remplace, on va dire, par du trail et une sortie longue. Mhm. Ouais. Puis, est-ce que tu faisais une sortie d'intervalle par semaine ou deux? Une sortie d'intervalle par semaine. OK, OK. C'est ça. Par contre, voilà, ma sortie longue et j'ai un intervalle long, donc je mets toujours de l'allure marathon dans ma sortie longue. Ah ouais, 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 ouais. C'est ça. Comme, Mais des sorties du coup à allure où je vais faire de l'allure rapide, où je vais vraiment courir vite, c'est uniquement une journée par semaine. OK, OK. OK, super. Puis ça ressemblait à quoi, mettons, quand tu étais dans ton mois, mettons, du peak Mhm. training? C'est une centaine de kilomètres ou? Ouais, c'est ça. J'étais souvent dans mes blocs, j'étais à plus que 100, entre 100 et 120. OK, 100, OK. 125, je pense que je suis monté, mais pas beaucoup plus. OK. OK, super. Puis, est-ce que tu fais du cross-training à part la trail ou Non, pas vraiment, non, non? non, 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 vraiment pas OK. en fait. Vraiment pas. Non, non, j'essaye de réfléchir parce qu'évidemment, non, de temps en temps, je peux faire une sortie vélo de temps en temps où où j'ai été quelques fois à la piscine parce que j'avais un objectif encore triathlon, mais, euh, mais j'appellerais pas ça un entraînement. J'ai été très, très peu de fois à la piscine et j'ai sorti très, très peu de fois le vélo. C'est clairement pas, ça fait clairement pas partie de mon plan d'entraînement. OK, OK. Puis sinon, est-ce que tu fais un peu de musculation? Tu semblais dire que tu... Non, c'est pas forcément, j'en fais pas. Voilà. OK, OK. J'essaye d'en faire. Il y a des moments où j'en fais, où je pars sur des bonnes décisions et je me dis, vas-y, fais de la musculation, fais du renforcement Comme là, musculaire. en début d'année, là.
comme là en début d'année, évidemment, j'ai pas encore commencé, mais en tout cas, je me suis dit que j'allais le faire. Euh, mais non, j'arrive pas à tenir ça, j'arrive pas à tenir ça. Mais oui, c'est s'il y a un des points où je dois progresser, je pense que ce serait du coup faire de la musculation, du renforcement musculaire. Ouais, 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 ok, ok. Non, j'étais juste curieux de savoir si. OK, OK, super. Moi, j'aime Donc, courir. ouais, ouais, mais je te comprends, moi aussi, je suis plus un adepte de course que d'autres sports. Mais super. Fait que après Boston, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Après Boston, l'objectif était le trail, donc j'avais plusieurs dossards. J'avais trois, quatre dossards en tout, du coup, pour ma saison de trail. J'avais la clinique du coureur 50. Oh, J- qui est la ouais, course la plus compétitive. Ben, c'est peut-être moins vrai parce que QMT 50 est super compétitif aussi, là. ouais, c'est vrai, mais en tout Comme cas, toutes les élites se rencontrent là, ou se ouais, moi, ça m'a rencontraient là en impressionné, début ouais. d'année, là. Ouais. Ouais, non, il y avait vraiment du beau monde sur la clinique. Enfin, en tout cas, pour moi qui avais juste quelques petites expériences en trail au Québec, c'est la première fois où je voyais en fait tous les gagnants de toutes les autres courses réunis sur la même ligne de départ. Donc vraiment pour ça, bravo à la clinique du Rohr de ramener toujours autant de beau monde. C'est vraiment super. Donc, au départ, bah, en fait, moi, cette année, il s'est pas passé que des belles choses. Donc, clinique du coureur 50, je suis parti relativement bien. J'étais assez bien préparé. Et j'ai dû partir 6-7e. Et au bout de 7-8 kilomètres, je me retrouve seul dans le bois jusqu'au moment où j'arrive à un ravito qui est un peu plus loin après que je pensais. Et en fait, je me retrouve où il y a personne au ravito. Il y a personne au ravito où on me dit, ah, t'es coureur sur le 50? Je dis oui. Ah, bah, t'es le premier. Hein? Et non, je n'étais pas le premier, hein. Je n'étais pas le premier sur cette course. Il y avait vraiment du monde devant. Et je comprends très, très vite que je me suis perdu. Donc, j'ai pris la mauvaise boucle. Je... En fait, simplement, j'avais ma casquette comme ça et j'ai loupé le panneau du coup d'embrancher entre le 30 km et le 50 km. Donc en fait, je suis arrivé au ravito, je m'étais trompé de parcours. Donc en fait, j'ai arrêté la course. J'ai DNF au bout de. Enfin, j'avais fait 16 km. 16 km. Donc voilà, pour la petite histoire, j'appelle ma blonde. Euh, Elle dit pourquoi tu m'appelles? Évidemment, à ce moment-là, je te vois pas. Elle m'attendait, elle était censée m'attendre du coup à un ravito, du coup, pour juste me donner une flasque et me voir. Et je lui dis, bah, en fait, je me suis perdu. Viens me chercher, s'il te plaît. Donc, elle vient me chercher et elle me motive en fait à retourner à l'organisation et voir s'il y a une autre course qui part. Donc, évidemment que bah, je vivais pas forcément très bien sur le moment de m'être perdu, d'avoir fait cette erreur-là, qui est peut-être classique, mais toujours aussi bête en tout cas de se perdre. Et, euh, et on retourne du coup au départ de la course. Et ils vendaient encore des places pour le 30 km. Sauf que le 30 km était départ dans 3 minutes. Donc en fait, juste le temps de remplir le petit papier, de payer et de passer rapidement aux toilettes parce qu'en soi, entre-temps, comme j'avais DNF, j'avais rien mangé, j'avais pas rempli mes flasques, j'avais rien bu, j'étais pas passé aux toilettes. Donc, ma copine qui décide pour moi, elle me dit, OK, bah, tu te réinscris, point. Tu cherches pas de midi à 14h, tu te réinscris, tu repars sur la course. Et du coup, je dois attendre. En fait, ils me passent mon dossard et ils me disent, par contre, tu vas du coup, t'attends derrière tout le monde parce que ta puce n'est pas encore active. Donc, en fait, je pars dernier du 30 km et je vais terminer la course. Mais c'est vrai que c'était, en tout cas pour moi, difficile de rentrer à ma course et de venir. En tout cas, c'était complètement mort pour jouer devant, évidemment, vu que j'avais déjà 16 km dans les jambes à un bon rythme. Mais j'ai réussi à terminer les 30 km et ça m'a fait quand même une bonne journée de training. OK, OK. Ouais, puis. Ah, mais c'est plate que t'as été obligé de partir dernier, par contre.
Ouais, bah c'est ça. Bah, comme je te dis, hein, j'ai vraiment pris le dossard 3 minutes avant et je sais pas si t'es déjà rendu sur place. En fait, tu as la route et du coup, pour te rendre à la ligne de départ et il y avait tellement de monde que déjà, c'est impossible de te trouver devant et ça me dérangeait pas en soi. J'étais pas là pour jouer quelque chose. J'étais là pour aller me changer la tête, essayer de sortir de ce DNF et de me faire quand même une bonne journée au lieu de directement prendre la voiture et aller au bar et prendre une bière pour oublier cet échec. Ouais, ouais, fait que t'es parti avec une expérience plus positive en soi, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça reste une bonne journée en veille d'entraînement du coup pour mon QMT. Euh, et voilà, hein, ça m'a permis oui, de faire autre chose, de faire quelque chose de ma journée, de faire quand même quelques bornes. OK, OK. Donc, la prochaine course, ça fut QMT? Ouais, QMT, bah déjà, ma prépa, elle se passe un peu moins bien il y a 4 semaines entre la clinique du coureur et le QMT. Donc, comme j'avais pas joué à fond le 50 km, bah, j'ai pu reprendre la course un peu plus rapide. Mais ça part assez mal parce qu'une semaine après, je me fais une petite déchirure musculaire au mollet. Oh, Donc ça me coupe sur quand même pas mal de jours d'entraînement, une bonne semaine où je peux pas courir. Et après je recours, donc j'essaye de repousser un peu, de me faire un dernier mini bloc, on va dire, de quelques jours. Et je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait les incendies à ce moment-là. Donc il y avait la fumée avec les ah, incendies, ouais. tabarnouche, ben oui. Donc encore pendant quelques jours, je peux pas m'entraîner parce que bah, c'est pas trop respirable dehors. Et en tout cas, le mollet commence à aller mieux. Et là, je, je- j'ai mal au tendon rotulien. Donc après, à un footing. Le lundi du QMT. Oh, Donc ça part mal parce que même si pendant que je cours, ça chauffe et je sens pas la douleur, j'ai du mal à descendre des marches quand c'est froid. OK. Donc je recours toute la semaine en me disant bah, je vais jouer tout sur le repos et je me pose la question la veille de QMT, est-ce que je prends oui ou non le départ? Donc ce que je fais, c'est que je me strappe vraiment très fort, on va dire, et je me dis je croise les doigts pour que ça passe. Et du coup, le départ du QMT, bah, c'est que ça passe. C'est que ça passe très vite. Genre, au bout de quelques kilomètres, j'oublie la douleur. C'est chaud. Et du coup, c'est parfait parce que je peux faire ma course. Donc, j'avais juste peur que ça refroidisse et que je ne puisse plus repartir parce que même enfin, sans effort, la douleur était quand même très forte. Donc voilà, départ pour le QMT. Mais est-ce que tu avais un plan de ne pas arrêter longtemps dans les stations? Ben, j'imagine que ça n'a pas l'air d'être ton fun d'arrêter des 10 minutes Ouais, dans les stations, mais tu devais avoir ça un peu dans le mindset de OK, les stations le plus rapide possible. ouais, absolument. J'ai déjà l'habitude, en tout cas sur les courses que j'avais fait, c'est des arrêts express. C'est du 1 minute, plus ou moins, juste le temps de recharger ta gourde, prendre Ouais. deux, trois trucs dans la poche et repartir. Ça, on va dire, j'ai toujours fait ça et ça a plutôt bien marché. Et là, ma stratégie était la même, à part du coup à Saint-Tite, où j'avais prévu en fait de changer de chaussures. J'avais prévu de changer de chaussures parce qu'on m'avait informé, en tout cas moi, c'est la première fois que j'allais sur ce terrain de jeu, je connaissais pas le terrain, mais on m'a dit, OK, tu vas traverser une rivière, tu auras les pieds mouillés et tu auras du sable, des petits graviers en fait dans tes chaussures. Prévois une paire de rechange. Donc super conseil en tout cas. Et j'avais prévu juste à ce moment-là du coup de m'arrêter, mais j'avais une assistance du coup qui avait de quoi me restrapper du coup le genou si besoin et de la crème anti-inflammatoire euh, au besoin. OK, OK. Donc pour le QMT, au final, bah, ça part très vite. Ça part très vite. Il y avait vraiment du beau monde une fois de plus sur cette course. Donc la première montée du massif se passe très bien. Je pense que j'étais en dessous des chronos que j'avais prévus sur la première montée.
J'arrive au ravito du massif en moins d'1h30. J'étais en tout, je devais être quatrième ou cinquième. Et en fait, je ne savais pas parce que le 80 et le 110 partent en même temps. Donc, je ne OK. savais pas, en tout Ah, cas, qui, j'avais qui, pas de qui. vie Ouais, qui était devant. Donc, ouais. j'ai croisé un ami, du coup, au, au ravito du massif et du coup, qui me dit, OK, je sais plus, je suis troisième ou quatrième du 110. Et il y avait juste une personne du 80 qui était devant. Donc là, dans ta tête, tu te dis, waouh, c'est pas parce que c'est plus long que ça part moins vite. Euh, donc voilà, là, la course était lancée. Le sentier des Caps, donc découverte de ce fameux sentier. Première partie roulante comme j'aime, donc je me suis vraiment régalé. Une deuxième partie quand même assez technique avec beaucoup de boue, où je pense que je suis tombé 3 ou 4 fois. C'était vraiment très boueux. Mais je m'en sors plutôt bien. J'en rattrape deux, je crois. Et j'arrive à Saint-Tite en deuxième position. Donc, je OK. pense qu'à un moment, on m'annonce dans le Sentier des Caps que je suis à 10 minutes. Je crois 10 minutes derrière le premier. Et j'arrive à Saint-Tite et je suis arrivé au ravito peut-être 6 minutes, 6 ou 7 minutes derrière lui. Donc en gros, c'est ce qu'on me dit. On me dit, OK, il est KO, il est vraiment très fatigué, très marqué par la première partie de parcours. Donc là, c'est super, hein. J'ai ma blonde qui est là, j'ai mes amis qui sont là, enfin j'ai ma belle famille aussi qui était venue en vacances au Québec, qui était là aussi. Donc un super moment, même si j'étais évidemment déjà fatigué et je trempais un petit peu et, euh, et voilà l'événement. Enfin c'est le trail, hein, on est comme ça. C'était super, ça m'a super craqué. Mes amis qui me disaient vas-y, let's go, tu peux l'avoir. Donc le premier quitte le ravito, je pense 3 minutes, 3 minutes avant que je parte du ravito. Donc j'avais plus que 3 minutes de retard sur lui. Donc à ce moment-là, j'avais changé de chaussures. Euh, J'avais remangé, j'étais bien. Évidemment, un peu fatigué par la première partie de parcours, mais j'étais Mais, vraiment dans un bon dynamique. mais corrige-moi si je me trompe, mais c'est environ la mi-parcours, Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins, 57 hein? km. Ouais, c'est la Ouais, ouais, mi-parcours. parce que je me rappelle quand j'ai l'année que j'ai fait le 50 2019, je crois, Ok, il partait de Saint-Tite. ok, d'accord. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est kilomètre 57, je OK, OK. crois. Donc c'est ça. Et après, du coup, tu as une petite partie de route. Donc en fait, comme je sais que je suis plutôt rapide sur route, hein, on peut le dire, ou dans les endroits très roulants, bah, en fait, je l'ai dans mon viseur et centaines de mètres après centaines de mètres, je le rattrape et je double. Donc je passe en tête du QMT 110 à ce moment-là. Et après vient la Mesta Chibo. Donc, je paye un petit peu mes gros coups de boost et Ouais. un sentier technique comme je suis pas très fort là-dedans. Mais j'y vais au mental, à la force. Et je ressors de la Mesta Chibo avec quand même une bonne longueur d'avance sur lui parce qu'il avait vraiment, je pense, craqué aussi dans ses sentiers techniques. Et vient la montée du Mont Sainte-Anne. Là, du coup, il y a un ravito. Je retrouve aussi mes proches. Donc, ça, c'est super. Et une fois de plus, j'avais pas de pacer prévu, du coup, pour cette course. Puis Peut-être est-ce que quelque tu chose avais qui des va. bâtons pour monter Ouais, Mont-Saint-Anne? Ouais, hein? ouais, j'avais aussi C'est un prévu des must. bâtons. Ouais, pour le massif, pour le Mont Sainte-Anne. Je pense que c'était là, en tout cas, vraiment indispensable. En tout cas, pour moi, ça l'était, d'avoir des bâtons. Donc, Donc ouais, là j'attaque le massif, mais je suis très fatigué. J'ai un gros down. Je pense un down du coup qui va durer pas, difficile comme ça maintenant de mettre un temps dessus, mais qui dure 2 3 heures. 2 3 heures, je suis mou. Je suis mou. En tout cas, j'ai l'impression d'être mou. Mon cerveau n'avance pas. J'avance pas non plus. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avancer. Mais j'avais déjà creusé beaucoup d'avance Fait que tu étais encore en tête, là. Ouais, j'étais en tête, j'avais pas mal d'avance.
J'arrive en haut du massif, on m'informe qu'il y a quelqu'un qui remonte au classement, mais que, en tout cas, je suis quand même bien, que j'ai beaucoup enfin, enfin, non, il arrivait et il se rapprochait pas mal, mais on avait quand même pas mal d'avance sur le troisième, quatrième. Donc là, on a une petite boucle montée-descente du massif. Et j'étais encore dans un down, hein. J'étais concentré dans ma course quand même. Et vient la dernière descente. Et après, du coup, je me dis, bah, c'est quand même la fin. Il reste quand même 20 kilomètres, mais c'est 20 kilomètres plus ou moins de descente. Euh, si tout va bien, enfin, je savais qu'il remontait et je me dis, je vais terminer probablement deuxième. Deuxième ou peut-être troisième. Mais en tout cas, le podium, on va dire, était quand même joué. Donc, dans la grande descente, je finis par me faire doubler. Je me fais doubler, ouais, c'est ça, je me fais doubler par un coureur réunionnais. Du coup, bah, celui qui remporte la course. Euh, donc voilà, franchement, ça me dérangeait pas, hein. Terminer deuxième sur mon premier 100 km, pour moi, c'était quand même le top. Mais je sais pas qu'est-ce qui me prend, en fait, après m'être fait doubler. En fait, j'ai un moment de regain d'énergie assez incroyable. J'étais, je sais pas, mais frais, mais à souhait. C'était génial. J'étais vraiment bien. Et là, en fait, sans vraiment m'en rendre compte, en fait, je cours quasiment à 5 du kilo après 95 kilomètres dans les jambes. Oh. Et je redouble le coureur, du coup, qui était devant, du coup, Hugo, du coup, qui était premier. Donc, je reprends la tête de la course. Et vraiment, en tout cas, en termes de sensations, évidemment, c'était peut-être pas exactement comme ça, mais j'ai l'impression en quelques mètres, il était plus derrière. Je ne le voyais plus tellement qu'à ce moment-là, j'allais vite. Et je continue à en faire sur cette vitesse qui, je pense, est à peu près autour de 5 km heure. Je passe le ravito des fondeurs. Donc, le ravito à 10 km, à 10 Et km de le l'arrivée. dernier. Ouais, c'est ça. Donc là, je recroise des amis, je recroise Raph de Salomon euh, et ma copine, et ils me disent let's go, tu vas le faire, c'est super ce que tu fais. Donc encore une grosse dose d'encouragement qui fait tellement du bien au moral à ce moment-là. Et en fait, je continue à ce rythme-là. Je continue à ce rythme-là, sauf que ce qui se passe, c'est que mon rythme diminue, mon rythme cardiaque augmente, ma vision devient, euh, devient floue. Mais en tout cas, moi, j'essaye, en tout cas en termes de sensations, en termes d'effort, je mets le même effort. Sauf que, évidemment, à continuer comme ça, ben, en fait, ça finit un petit peu par casser. Et ce qui se passe, c'est que je fais un blackout. Je fais un blackout, pas vraiment passe, mais euh, vision noire, historien. Pour raconter un petit peu la suite, du coup, je me réveille en fait avec un coup de téléphone, donc ma blonde qui m'appelle, donc vibreur. C'est le vibreur en fait qui me réveille. Donc en fait, je me réveille, je suis allongé derrière un arbre, euh, un peu, enfin totalement sonné. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quand on est. Je me rappelle de deux choses, être à 4 kilomètres de l'arrivée et que j'étais premier, mais qu'il s'est passé quelque chose. Donc sur le moment, je me dis, j'ai dû trébucher. Parce que en fait, je regarde, je fais un petit check avec mon corps et j'ai une jambe qui est totalement paralysée. J'ai une jambe qui est totalement paralysée, donc on va dire gros moment de panique. Euh, et en fait, ma copine du coup au téléphone me dit, OK, partage-moi ta localisation, on va venir. Euh, Sauf que j'étais incapable en fait de comprendre mon téléphone. Mon téléphone est programmé en anglais. J'étais incapable de lire l'anglais. En fait, elle a dû me dire exactement la localisation. Et, euh, et du coup, je lui partage. Et je pense que les informations que je lui dis, c'est OK, tout va bien, viens juste me chercher, ne t'inquiète pas.
Mais appelle les pompiers, s'il te plaît. Je pense que je dois lui dire un truc comme ça assez simple, mais voilà. J'essaye d'être rassurant, mais moi, je suis pas du tout rassuré. Ouais, ouais, ouais. Donc, un sacré moment de panique. Ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, moi, j'essaye d'assesser un petit peu où je suis, ou dans quel environnement, et moi, dans quel état je suis. Là, c'était le jour ou la nuit? C'était le jour. Ok, heureusement. C'était le jour. Je sais pas quelle heure il était, parce que il est 13 heures. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il devait être 19 heures, hein, quelque chose comme ça. Ok, ok. Donc, euh, donc en fait, je check mon corps. Bah, j'ai une jambe qui ne bouge plus. Je ne peux pas bouger les doigts de pied. J'ai aucune sensation dans la jambe gauche. Euh, donc, évidemment, ça m'inquiète. Je me dis merde, il y a moyen que je suis paralysé ou en tout cas quelque chose comme ça. Donc, je check un peu mes bras, j'ai les bras du coup qui bougent. J'en prends un du coup pour juste m'immobiliser, on va dire, me mettre la colonne vertébrale droite pour me dire, ok, j'essaie de ne pas empirer la situation. Et la seule chose que faire, en fait, c'est juste garder les yeux ouverts et continuer par tomber dans les pommes, en fait. Mais, euh, mais oui, c'est un moment très, très flippant pour moi. Je Mais, sais pas ce que j'ai mais et quand tu dis j'imagine que le ta pire. jambe est paralysée, ça veut-tu dire que tu n'étais pas capable de te lever debout? Non, non, j'avais une jambe qui ne bougeait pas. Genre, aucune sensation, rien du tout. Ah ouais, ok, Ouais, wow. donc sur le moment, assez flippant. Donc, quand je sens ça, ben, en fait, je ne fais plus rien, on va dire, avec mon corps, hein. Je me dis, ben, je vais attendre les secours, hein, tout simplement, les pompiers. Et, Mhm. euh, et je regarde un peu l'environnement. Je suis adossé à un arbre, donc je ne vois pas de l'autre côté et j'entends qu'il y a une rivière. Mais pour moi, en fait, j'étais sur le chemin. Dans ma tête, je me suis dit, j'ai dû tomber sur le chemin. Et quand j'ai eu au téléphone ma blonde, je lui ai dit, bah, je suis à 4 kilomètres. C'est simple, hein, tu fais 4 kilomètres depuis l'arrivée, tu vas me trouver. Ok. Euh, et là, évidemment, je dois attendre un sacré moment. Parce que du coup, elle est partie. Elle prévient du coup le service d'urgence au QMT, le service de secours. J'avais aussi beaucoup d'amis qui m'attendaient sur la ligne d'arrivée, donc pas mal de trailers, donc il y en a plein qui sont partis. Sauf que sur le chemin, mais je n'étais pas sur le chemin. À peu près 1 heure à me retrouver. Donc pendant 1 heure, je lutte en fait pour garder un petit peu les yeux ouverts et je lutte aussi contre les crampes. Parce que évidemment, les crampes se réveillent et enfin, t'imagines un petit peu l'état de mon corps. J'ai t'entends la fesse qui me saisit, c'est des douleurs insupportables. Et en fait, du coup, soulagement, du coup, il me retrouve. Donc là, il y a ma blonde qui arrive avec le service de sécurité, puis mes amis arrivent. Donc en fait, ils commencent déjà par me poser des questions, me demander où je suis et quel jour on était. J'en avais aucune idée. J'en avais aucune idée. Je pensais que j'étais en France. Quoi? Je pensais enfin, je me suis même pas posé la question en fait de là où j'étais. Mais dans ma tête, je pensais être en France. Je ne savais pas où, mais je Ouf. pensais être en France. Je ne savais pas être sur le QMT. Moi, dans ma tête, euh, j'imaginais que l'organisation, c'était une organisation d'une journée, qu'ils étaient en train ils m'avaient appelé parce que j'étais manquant et qu'ils s'inquiétaient. Mais que tout le monde était parti, il n'y avait plus de voitures, ils étaient en train de démonter la dernière tente, et puis voilà, il restait un coureur sur le chemin qui n'avait pas franchi la ligne d'arrivée. Moi, j'imaginais ça sur le moment. Euh, je savais plus que c'était le QMT, que c'était un événement sur plusieurs jours ou quoi que ce soit. Donc là, le cours, il me pose des questions, donc j'essaie d'y répondre jusqu'à qu'il m'aide un petit peu à me faire souvenir du coup qu'on est au QMT, qu'on est en juillet et tout. Donc là, super, hop là, je m'en souviens, hop là, ça revient un petit peu.
et ils me font tester un petit peu tous mes membres, du coup, si ça répond, donc les mains, les bras, et après, ils me disent, ouais, on va essayer de se lever quand même. Et au final, avec leur aide, j'arrive à me lever et j'arrive à retrouver de la mobilité dans ma jambe. Donc, évidemment, pour moi, c'est le plus gros des soulagements. Euh, je pense que par rapport à ça, c'est parce que c'est mon tendon, du coup, qui me faisait mal, en fait, depuis une semaine sur le côté gauche, là. Et le problème, c'est qu'à froid, je pense que toute la jambe s'est figée. Et OK. avec le choc, et aussi, bah, j'étais sur ben, en fait, tout a dû. Bon, je m'y connais un peu, pas du tout en médecine, mais je pense que voilà, il n'y a plus rien qui répondait dans cette jambe. Ouf. OK. Ouais. Donc, gros soulagement déjà de marcher. Donc, j'arrive à marcher jusqu'à rejoindre le quad, le 4x4 du QMT, du coup, qui me protège du QT. Et au bout de partir par quelques examens, notamment cardiaque, pour savoir si tout va bien. Donc, donc, en fait, je me rends à l'hôpital. Ils me font des examens. Euh, apparemment, il n'y avait rien du coup sur mon cœur, donc deuxième très gros soulagement. Euh, Mhm. mais bon, il n'y a pas tout qui va bien. Mes reins étaient très abîmés, on va dire. J'ai fait une rhabdiolyse, du coup, j'avais les reins qui étaient saturés, qui ne fonctionnaient plus. Ah ouais. Donc, en fait, j'avais un taux d'enzymes musculaires qui était extrêmement élevé, on va dire, dans le sang, et mes reins ne pouvaient plus fonctionner. Oh my God. Ouais. Du coup, en fait, ils m'ont gardé 4 jours. OK. Donc voilà pour la petite histoire du QMT. Très grosse frayeur. Très très grosse frayeur. Je pense que j'en mets à peu près un mois à m'en remettre physiquement. Ouais, puis Parce que t'étais comment? Dans quel état quand t'es sorti de l'hôpital? j'étais pas. Ouais, déjà, quand tu arrives à l'hôpital et que ton repas d'arrivée-course, c'est un repas, un petit plateau repas, t'as du mal à être bien. Tu manges pas autant que tu devrais manger hein, pendant 4 jours, hein, t'imagines bien. Mhm. À l'hôpital, bah déjà, enfin, pendant une semaine quasiment, j'avais du mal à m'asseoir parce que mon genou se pliait pas. Mon genou OK. se pliait plus du tout. Donc ça, c'était le gros problème. Mes reins ont mis quand même un mois à peu près à fonctionner, on va dire, à évacuer toutes les enzymes musculaires. Euh, ouais, il y a ça. Et après, une fatigue générale bah, qui déjà, on va dire, est propre à l'effort que j'ai fait. Euh, mais en plus, cerise sur le gâteau avec je pense, voilà, le malaise vagal, parce que c'est ce qu'on a déduit, du coup, que c'était un malaise vagal. Euh, ouais, ça m'a quand même bien fatigué pendant un sacré beau temps. OK, OK. Fait que comment t'as repris le sport, mettons, et la vie normale? Parlons plus de la vie normale avant le sport, là, mettons. Ouais, bah, ça a été assez compliqué. Parce que je suis resté 4 jours à l'hôpital. J'ai été au travail une journée. Euh, mais bonne nouvelle, on avait planifié des vacances avec ma blonde, du coup, pendant 10 jours. Donc, je pense que c'est la meilleure des choses, du coup, qui ait pu m'arriver après. C'est de partir en vacances. On était en vacances au Guatemala, donc en fait, on avait une vie de vacances, une vie de voyage. Donc, c'est exactement, je pense, ce que j'avais besoin pour me changer les idées, pour rester actif et sortir aussi un petit peu de toute cette sphère-là. Travail, mais aussi trail, euh, Mhm. qui m'a fait le plus grand bien. Donc, on a fait ça, puis après, on a fait du télétravail, on était au Mexique. Mais en fait, j'ai retrouvé, on va dire, le quotidien qu'après 3 semaines après mon QMT. Donc, ça m'a permis aussi de digérer quand même pas mal de choses, de me reposer aussi, je pense, physiologiquement aussi. Euh, et après, oui, évidemment, le retour a été assez difficile. Bah,
pour retourner au sport, je pense que ça a mis à peu près, ouais, j'ai dû mettre trois semaines pour recourir 1 kilomètre. OK. Donc, et après, j'ai recouru 1 kilomètre et bon, le petit programme que tu connais, 1 kilomètre. Et le lendemain, je fais 2 kilomètres et après 3 kilomètres. Et ça a pris quand même un petit bout de temps en fait pour que je puisse recourir normal. Ça, c'était Puis, vraiment dû à mon genou. ouais, ben c'est ça que j'allais te demander. À ce moment-là, ta jambe était maganée encore? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ça. C'est vraiment pendant une semaine, j'avais vraiment des très gros problèmes à la plier. Et pendant 2, 3 semaines, les marches, je devais encore me tenir sur les marches. Et après, ouais, c'est ça. Pour retrouver des bonnes sensations en courant, j'en ai retrouvé, je pense, début août. OK. Ouais, c'est ça, en forçant un peu dessus, hein, en même temps, quand tu as un petit peu mal, bah, tu continues à essayer de faire travailler ton genou et tu vas courir, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, et mentalement, c'est vrai que c'était assez difficile. Je ressassais toujours le QMT. Donc, évidemment, je pense que mes premières pensées, du coup, étaient quand même positives après le QMT, en me disant, j'ai de la chance, tout va bien. Et ça, je pense que c'est la santé avant tout. Je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Ouais, 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 J'étais ouais. aussi extrêmement avoir vécu ce que j'ai vécu parce que la fin soit rocambolesque. J'ai fait une course géniale. En tout cas, j'ai adoré partager tous les moments au ravito avec mes amis ou d'autres coureurs que j'ai pu aussi croiser sur la course. Et je pense que, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est sûrement la plus belle course de ma vie. Je pense que j'ai fait une super course. Enfin, il y avait du très haut niveau sur la course et en termes d'efforts et de ce que j'ai pu délivrer, voilà, je pense que j'ai fait une belle course, j'ai reçu beaucoup de messages d'amis, de personnes que je connaissais pas, qui m'ont félicité, qui m'ont dit waouh, c'est incroyable ce que tu as pu faire. On t'attendait à l'arrivée, on t'a suivi tout le long. Enfin, j'ai vraiment vu un petit peu tout, tout ce que la communauté aussi, enfin, que je peux avoir à Montréal était inquiète, m'ont suivi. Enfin, c'était assez hallucinant, en fait, de vivre ça et je me suis rendu compte que vraiment j'étais chanceux et de pouvoir courir à ce niveau-là et de pouvoir compétitionner et autant chanceux d'avoir une communauté, avoir des amis, comme ça. Que vraiment, j'ai tiré vraiment le positif de tout ça, d'avoir la chance de courir à ce niveau-là et d'être aussi bien entouré comme j'ai pu l'être, d'avoir la chance d'avoir la santé. Mais voilà, c'est sûr que je regrette ce manque d'expérience que j'ai pu avoir parce que je pense que ce malaise vagal est lié à beaucoup de choses. Je pense que le premier, c'est d'avoir poussé autant sur un moment de up, le petit moment de up que j'ai eu du coup à la fin de course où j'ai poussé, hein, j'étais à 5 du kilo après 100 km. Je pense que, en tout cas, à mon niveau et mon niveau d'expérience, le kilométrage que je peux faire par an, c'est beaucoup trop rapide. Euh, mais, euh, mais aussi par rapport à la chaleur, il faisait extrêmement chaud et humide. Donc, en termes d'hydratation et de nutrition, tout est différent. Euh, Il y a toujours une notion aussi de on consomme beaucoup, mais est-ce qu'on mange assez? Donc même si je pense que j'ai bien mangé, j'ai peut-être pas mangé assez par rapport à. Tout un tas de paramètres que je pense que je paye dû à mon inexpérience et que je peux évidemment en regretter. Donc, Ben, un gros merci de partager ça sur le podcast. Puis écoute, merci de partager ça avec toute ton humilité, ton authenticité. Puis surtout, félicitations pour voir tout le positif puis d'en retirer. C'est vraiment quelque chose. Puis merci aussi de l'avoir partagé sur les réseaux sociaux. Moi, j'avoue que quand j'avais lu ça, puis tout vu ça, j'étais ouf, ok, je me rappelle, je pense que j'avais écrit sur Instagram de Hey, bon, ouais, bon recovery. Puis, ouais, ouais. ouais, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas pour ton message et tous les messages que j'ai pu recevoir par rapport à ça. Ça fait partie du trail, ça fait partie du jeu, donc faut l'accepter aussi. Évidemment,
c'est toujours un petit long process pour accepter. Mais ouais, c'est pareil, et c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas dans tout l'ultra et dans toute vie et dans toute carrière sportive. Donc avec plaisir de le partager. Ouais, OK. Puis là, est-ce que tu avais d'autres dossards de préparer pour l'année? Ouais, j'avais un dossard pour le 50 km du fjord, du Saguenay, donc nouvelle course. Donc avec les événements, vu que c'est en août, j'ai annulé mon dossard Ouais, ouais, parce ouais. que j'avais besoin un peu plus de temps que prévu. Donc j'y ai quand même été pour pacer des amis. OK. J'ai pu faire quasiment autant de bornes que prévu parce que j'ai couru 50 km, mais en paçant, à un rythme un peu plus tranquille et retrouver un peu plus de plaisir sans forcément aussi la compétition et à vouloir se mettre, à vouloir se donner à fond. Ouais, Donc ouais. c'était vraiment super, un bel événement. Puis à ce moment-là, ton genou était revenu back on track. Back on track, je dirais avoir des petites douleurs, mais contrôlables, des faibles douleurs, donc j'étais plutôt content. Et je préparais du coup le 80 km à Ricana, OK. du coup qui était aussi un bel objectif, donc une distance un peu plus, mais j'ai quand même tenu mon objectif à une belle course, terminer la course aussi, et j'avais envie de franchir une ligne d'arrivée et profiter de la suite aussi avec les copains. Donc, euh, donc oui, je fais moins de 8 heures. Donc c'était mon objectif A et je termine deuxième. Donc très content de cette course-là qui m'a de tirer un petit peu un trait sur l'échec du QMT. Ouais, ouais, ouais. Puis est-ce que c'était ton dernier dossard de la saison? Non, encore un. OK. Ouais, c'est ça. Bah, comme je te disais, j'ai fait un 73 Ironman du coup avec des amis. Et évidemment, on n'a pas complété l'histoire jusqu'au bout puisqu'il fallait un Ironman. Donc on avait un Ironman du coup à Barcelone en octobre. Oh, Donc 1er octobre à Barcelone. Euh, voilà, pour clôturer un peu ce chapitre triathlon. Euh, Parce que moi, en fait, j'avais prévu de m'entraîner un peu plus en triathlon, mais avec l'année de trail du coup que j'ai vécu et voilà, il y a eu pas mal d'opportunités pour moi, en tout cas dans le trail, ça a vraiment bien marché. Donc en fait, je me suis mis à 100% là-dedans et je me suis pas entraîné plus que d'habitude, on va dire, dans le triathlon. Mais, euh, mais ça s'est quand même bien passé. Malgré quelques accrochages, en fait, j'étais malade. J'étais malade avant le QMT. Je pense que j'ai chopé un petit virus. Je ne sais pas le nom. Est-ce que c'était un Covid? Est-ce que c'était une grippe? Mais je suis parti malade sur l'Ironman. Mais je suis quand même très, très heureux. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé avec un de mes amis dans un bon chrono. Donc, je suis quand même content. J'en ai vraiment souffert. C'est vraiment un autre sport. mhm. Enchaîner 3 sports comme ça, c'est vraiment malade. Euh, c'est très, 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 très fatigant. Même malgré l'avantage, change le mal de place de sport en sport et à chaque sport un peu plus vite parce que, parce que c'est quand même différent en termes d'effort, mais ça fatigue une très, très grosse OK. journée et bonne expérience. Mais j'en fais pas mon sport en tout cas pour autant. OK, OK. Puis ça te donne ça envie de continuer à faire des triathlons? Ouais, non, je pense que pour l'instant, je ne ferai pas d'autres. J'en ferai pas d'autres. Concentré sur la course à pied et le trail en particulier, c'est là où je prends vraiment le plus de plaisir et en course et surtout à l'entraînement. Parce Mhm. que si j'avais vraiment eu envie de faire du triathlon, je pense que j'aurais mis plus d'intensité dans mes entraînements de vélo, alors que là, j'y allais en reculant à chaque fois. OK. Fait que comme pour la musculation, tu me disais tantôt, ton sport, c'est vraiment la course, là. Ouais, c'est vraiment là où j'ai beaucoup de plaisir au quotidien. Au quotidien, je m'entraîne beaucoup avec des amis, avec mon club de course toujours à Running Montréal et je suis aussi au club de trail de Montréal. Je prends vraiment beaucoup de plaisir là-dedans, vraiment, au quotidien à courir avec eux et je me régale en fait là-dedans. Je changerai pas. OK. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir? Est-ce que tu as d'autres marathons en tête, d'autres majors? Euh, alors,
pense que j'aurais un objectif d'aller chercher ce 2h30 sur marathon. Qui est assez mythique, Parce là, ouais. que même si j'ai voilà, pendant toute ma prépa marathon Boston, je me suis dit non, j'y retournerai pas sur marathon. Quand j'ai vécu Boston et le monde qu'il y a, c'est tellement incroyable qu'en fait, pendant 2h30, je me suis répété, waouh, c'est incroyable, je vais en refaire des marathons. Mais ce sera sûrement pas pour tout de suite. Là, l'objectif est vraiment le QMT 110. Donc, de La repartir revanche. absolument à la revanche, comme tu dis. C'est vraiment mon objectif A. Je vais me concentrer sur du trail, faire du dénivelé, me renforcer aussi. Euh, donc vraiment, c'est mon objectif et unique gros objectif de 2024, retourner sur cette course et franchir une ligne d'arrivée avec le sourire, avec une bonne expérience de course et De, profiter de, de de voir l'après-course c'est quoi après. qui se cache derrière ces 4 derniers kilomètres-là. Aussi, aussi savoir s'ils étaient que ça et est-ce qu'ils en valent la peine ou pas, je sais pas. OK, OK. Ah, ben super. Écoute, ben merci beaucoup de ton passage sur le podcast. C'est super apprécié. Puis Merci à toi. merci encore de ton partage du QMT, là. C'est toute une histoire. Puis c'est impressionnant comment tu t'en es sorti avec un super mindset, là. Merci, merci JF, ça fait vraiment plaisir de partager tout ça avec toi et tes auditeurs Yes, et de jaser tout simplement trail, c'était un pur plaisir. super. Puis c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre sur Internet? C'est plutôt Instagram et Strava. OK, OK, Voilà, je OK, mets tous mes entraînements et voilà, j'essaie de partager un petit peu du contenu de temps en temps sur Instagram. OK. Excellent. Bon, ben parfait. Donc, ben, bonne saison 2024. Ben, merci JF, je te souhaite aussi le meilleur pour cette belle année 2024, des beaux dossards et des beaux objectifs et beaucoup de bonheur. Yes, merci. Pareillement à toi. Merci, bonne soirée.